Bonjour, je suis absolument ravie de vous présenter aujourd'hui mon invité qui s'appelle Claude. Claude Saulnier. Bonjour Claude, comment vas-tu? Bonjour Marianne, je vais très bien et toi? Eh ben écoute, parfaitement, je suis absolument impatiente de partager avec les personnes qui vont nous regarder ou qui vont nous écouter ta passion. Parce que c'est vraiment une passion. Tu transpires, tu respires cette thématique. Et eh bien, ce sont les échecs. Et la Exact, transmission des échecs, surtout. absolument. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ben voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où tu vis? Alors, en fait, moi je suis ingénieur en retraite et en fait, depuis que je suis en retraite, j'enseigne les échecs essentiellement dans les écoles, les clubs aussi et quelquefois les maisons de retraite. Voilà, après, c'est ma grosse activité. Après, je suis professeur de maths aussi. J'enseigne les mathématiques pour aider les enfants en soutien scolaire jusqu'à la terminale. Trop bien. Et est-ce que tu as toujours pratiqué les échecs ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé dans la vie plus tardivement? Alors, j'ai commencé tard parce que j'ai commencé enfin, je dis tard par rapport à quelqu'un qui voudrait progresser très très haut. J'ai commencé à 14 ans à apprendre, mais tout seul avec un camarade de collège. Voilà, on se retrouvait, puis on jouait comme ça, et bon, je me débrouillais, mais voilà, sans plus, quoi, voilà. Donc j'ai commencé plutôt tard. On commence des fois à 6 ans, hein, 6, 7 ans à jouer aux échecs. Et j'ai appris comme ça. Et puis je jouais comme ça, mais j'ai vraiment joué, je suis vraiment allé en club au moment de la retraite, au Ok, moment où j'avais plus de temps disponible en fait. ok. Donc tu as commencé les échecs vers 14 ans et c'est resté dans ta vie ou tu as vraiment eu des périodes de pause sur cette thématique-là? Je jouais un peu de temps en temps comme ça avec les enfants. J'ai un jeu électronique. Donc je jouais avec un jeu électronique pour m'apprendre. Je lisais des livres, un peu des livres d'initiation aux échecs. Et c'est vraiment, je me suis vraiment développé quand il a fallu que j'enseigne les échecs à l'école. Parce Hmm. que j'avais pas de cours, et il fallait que je crée le cours. Et donc là, vraiment, là, je m'y suis mis beaucoup plus. Mais ça m'a toujours intéressé, en fait. C'est un domaine qui m'a toujours passionné. Est-ce que n'importe qui, à n'importe quel âge, peut commencer les échecs? Alors, je dirais oui. Et il y a même des enfants étonnants, puisque moi, enfin, je suis au club de Tremblay en France. Et dans ce club, on a un enfant de 4 ans qui jouait aux échecs, un prodige, et qui battait les adultes. Donc on peut vraiment. Alors, il parlait même pas, hein. Il se mettait à genoux pour jouer, cet enfant. Mais disons, bon, moi j'enseigne les échecs en général, hein, à partir du CE2. Ok. Quelquefois à partir du CE1, mais c'est plutôt à partir du CE2. Puis là, effectivement, CE2, CM1, CM2, on peut faire le collège, voilà. Donc là, on a Là, entre 7 ans et demi et 10 ans. oui, voilà. Entre 7 et 10 ans, les enfants apprennent très vite, en fait. Peut-être plus vite que les adultes, Et d'ailleurs. justement, si on est un adulte aujourd'hui, il y a peut-être des adultes qui nous regardent aujourd'hui ou qui nous écoutent et qui savent pas jouer aux échecs. Est-ce que c'est trop tard? Non, non, on peut apprendre à n'importe quel âge. Moi, là en ce moment, enfin, ça fait déjà plus d'un an que je fais ça, presque 2 ans. J'enseigne des échecs à des retraités qui ne connaissaient pas le jeu d'échecs, mais qui étaient curieux de savoir ce que c'était et qui ont voulu apprendre et qui ont été étonnés, en fait, de ce qu'il y avait derrière les échecs. Parce que les gens, on pense, bah, on joue comme ça, on met les pièces, on bouge. Mais non, 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 c'est pas comme ça. Et c'est une grande richesse, hein. On dit que le jeu des échecs, c'est le roi des jeux. Hmm. Et moi, je pense que c'est pas par hasard, parce que bah, on en reparlera certainement, mais le jeu d'échecs, c'est incroyable, en fait, tout ce que ça peut apporter. Est-ce que tu peux nous donner un moyen mnémotechnique ou une petite scénographie, un moyen de savoir dans quel ordre ou comment positionner les pions, les personnages? Tu vas peut-être nous raconter un petit peu qui sont ces protagonistes-là sur un plateau d'échecs. Alors moi, je raconte une histoire aux enfants, mais je la raconte aux adultes aussi. Je dis que pour mettre les pièces sur un jeu d'échecs, je construis un château. Alors je dis aux enfants, ben voilà, euh, on va construire un château ensemble. Il y a un château blanc et un château noir. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un château? Ah, oui, j'en ai vu à la télé, en vrai, j'en ai vu dans les livres. Bon, alors, quand on arrive devant un château, qu'est-ce qu'on voit en général dans les coins?
Alors ils réfléchissent, ils disent en général, dans les coins, on voit des tours. Ah ben, nous, on va prendre les tours, on va les mettre dans les coins. Donc, je les mets dans les coins, en bas pour les blancs, en haut pour les noirs, hein, pour l'échiquier. L'échiquier est vertical. On en a un grand magnétique. Ensuite, je dis, bon, ben, vous êtes devant le château, alors est-ce qu'on peut rentrer comme on veut? Ah ben non, il y a un pont-levis, oui, il y a le pont-levis, mais à côté du pont-levis, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ils réfléchissent, et ils me parlent, ah ben il y a les chevaliers. Non, non, on parle de la construction. Alors, c'est pas difficile, ça commence par mur et ça finit par aille. Alors là, muraille. Ah, bravo. Alors du coup, la muraille, on va faire avec les pions. Mhm, Dans le jeu d'échecs, il y a 8 pions. Et comme il y a 8 colonnes, on va remplir en fait toutes les colonnes juste devant les tours. Donc on les met, c'est notre barrière en fait, hein. Voilà. Je dis maintenant, on va s'intéresser à l'intérieur du château. Qu'est-ce qu'on voit souvent à côté des tours? Ah, dire, bon, il y a les chevaux. Oui, il y a les chevaux. Alors, les chevaux, on les met où? Ben, dans les écuries. Donc, on va mettre à côté des tours les cavaliers. Et alors, il y a deux cavaliers, j'ai pas précisé, il y a deux tours, hein. Il y a deux tours blanches et deux tours noires. Donc, à côté des tours, on a les tours. Juste à côté, on va mettre les cavaliers. mhm. D'accord? Pareil en haut et en bas. Et puis, je dis maintenant, on a fait un peu la structure du château. On va s'intéresser aux personnages les plus importants du château. Alors, comme on est galant, on va commencer par la dame. Alors, je dis bien la dame parce qu'aux échecs en France, on ne dit pas la reine, on dit la dame. Et ça, plus tard, je leur explique pourquoi. Ok, Et donc, la dame, elle, on dit qu'elle est coquette. Donc, la dame, elle aime sa couleur. Donc, si la dame, elle est blanche, elle va aller sur une case blanche. Si la dame, elle est noire, elle va sur une case noire. Le roi, lui, il est à côté de sa femme, oui, forcément. ça paraît Mais logique. il aime pas sa couleur. Mais il aime sa femme, donc il se met à côté d'elle. Donc, le roi noir sur une case blanche, le roi blanc sur une case noire. Et puis, Mais on les met au milieu parce que c'est quand même le roi et la reine, non? c'est le roi et la reine, mais aux échecs en France, on dit la dame. Alors, Ah oui, la bon, dame. je peux expliquer pourquoi, j'expliquerai juste après. Donc, la dame, elle dit, ouais, mais bon, il y a longtemps qu'on n'a pas eu de guerre, qu'est-ce qu'on s'ennuie dans ce château, c'est pas possible. Ah bah oui, oui, forcément. Bah écoute, je vais faire venir un fou. Elle dit, oui, tu fais venir un fou pour toi et moi. Ah bah oui, oui, bien chérie, bien sûr, je t'aime, je vais faire venir un fou aussi. Donc il y a un fou de case blanche et un fou de case noire, un à côté du roi, un à côté de la dame. Et là, on est prêt à commencer la partie. Trop bien. Et donc tout ça, on le construit avec les enfants. Au fur et à mesure, on met les pièces sur l'échiquier. Et dans mes vidéos, en fait, de cours, il y en a qui sont accessibles directement sur YouTube, on voit la construction du château. Trop bien. Donc c'est un moyen mnémotechnique que j'utilise pour que les enfants sachent comment mettre les pièces pour commencer la partie. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Bah oui, parce que déjà, si tu positionnes mal tes entités au démarrage, je sais même pas comment on appelle ça, Voilà. des personnages, et ben tu peux pas jouer. Parce qu'après, chaque Ben voilà. personnage a aussi sa façon de se déplacer. Alors aussi, oui, tout à fait. Alors, euh, voilà. Donc, il y a aussi un petit repère que je donne aux enfants, c'est que dame, ça commence par D. Et si on regarde l'échiquier, on s'aperçoit que la dame, elle est sur la case D1 ou la case D8. D comme dame. Donc, je Hmm. dis, c'est un bon moyen pour s'en rappeler. Voilà. Tout ça, je le dis dans la vidéo. Alors, effectivement, ce qui peut paraître compliqué, et c'est pour ça que je vais par étapes quand j'enseigne les échecs aux enfants, c'est que les pièces n'ont pas tous les mêmes déplacements et la même façon de prendre. Parce que déplacer, c'est une chose, mais prendre, c'en est une autre. Beaucoup sont les mêmes, mais il y en a une qui n'est pas la même. Alors, en général, je commence par expliquer la tour. Je dis la tour. Alors, on a un échiquier, on le met verticalement, bien que nous, on joue horizontalement. Donc, c'est un peu compliqué pour les enfants. Il faut qu'ils passent du vertical à l'horizontal, hein. Et donc, j'ai dit, ben, la tour, elle se déplace tout droit, comme ça, autant de cases qu'elle veut. Et là, j'ai des petits smileys qui se mettent en haut, en bas. Mais elle se déplace aussi en horizontal, à gauche, à droite. Et je dis aux enfants, ben, qu'est-ce que ça fait comme dessin? Ah ben, on dirait comme un plus, monsieur, ou comme une croix. Oui, ben oui, ça ressemble à un plus qui serait pas bien fait, parce qu'il n'est Mhm. pas bien symétrique. Voilà, ça, c'est comme ça que se déplace la tour. Alors ensuite, alors, je remonte la pièce, hein. Donc la tour, vous voyez, vous la reconnaissez, il y a des créneaux. Alors à quoi ça sert les créneaux? Ah ben, c'est quand on était attaqué, on pouvait aller tirer sur les assaillants. Voilà. Donc on raconte des histoires en même temps, hein. Parce que le jeu d'échecs, c'est pas que des mathématiques, ou c'est aussi beaucoup d'histoires, hein. La géographie, etc.
Et donc, après, je leur présente le fou. Est-ce que j'en ai un là, un fou? Oui, j'en ai un là. Hop, tiens. Là, je présente un fou et je dis, voyez, le fou, regardez, il a quelque chose comme un trou là. Comment on appelle Mhm. ça? Ah ben, on dirait une rayure. Alors, c'est pas Ouais, une un peu rayure, comme une regardez, c'est encoche, creux. quoi. Voilà, c'est une encoche, c'est une entaille. Alors, je dis aux enfants, l'encoche, elle est comment? Est-ce qu'elle est horizontale? Est-ce qu'elle est verticale ou est-ce qu'elle est diagonale? Elle me dit, ah bah oui, elle est diagonale, maître. Ah bah, donc, comment le fou se déplace d'après vous? En diagonale. Ah, bravo. D'accord? Donc, le fou se déplace en diagonale. Et autant de cases qu'il veut. En haut à droite, en bas à gauche, c'est pareil. En haut à gauche, en bas à droite. Qu'est-ce que ça fait comme dessin? Ah bah, ça fait un fois, ou ça fait un Mm. multiplié. Voilà. Ah, ok, très bien. Alors maintenant, on va s'intéresser à la dame. Alors, la dame, je vous remontre. Je ne vais pas sortir toutes les pièces, mais il y a une couronne, en fait, en haut de la dame. Une couronne de reine. Bien Voilà, sûr. forcément. Et je dis, ben, en fait, c'est facile pour la dame, parce que la dame, elle se déplace comme une tour et comme un fou. Et donc, elle fait les deux. Alors, je leur montre d'abord la tour, et puis après, sur le même dessin, je rajoute le fou, et je dis, qu'est-ce que ça fait comme dessin? Alors, il y en a qui me disent, ça fait une étoile, Mhm. ou ça fait un flocon de neige. Ben voilà, c'est comme ça que vous allez vous en rappeler. Alors, est-ce que la dame, elle peut aller partout? Ben non. En une fois, elle ne peut pas aller partout, mais elle peut aller à beaucoup de cases. C'est pour ça Ah qu'elle oui. est très forte. C'est la pièce la plus forte du jeu d'échecs C'est d'ailleurs. celle qui vaut le plus de points, je crois bien. C'est celle qui vaut le plus de points. Alors après, je pourrais expliquer comment on se rappelle pour les points. Ensuite, je parle du roi. Alors je dis, le roi, c'est un très vieux monsieur. Alors on le reconnaît parce que lui, c'était le représentant de l'Église sur Terre au Moyen Âge. Donc, sur sa couronne, il a une croix, toujours. D'accord? Donc ce roi, il est très très vieux, parce que le jeu, ça existe, on ne sait même pas depuis quand, mais peut-être depuis l'an 400, peut-être au 4e siècle, 300, enfin bon, on ne sait pas trop. On pense que ça a été créé en Perse. Et le roi, il a une canne, donc il se déplace que d'une case. Hmm. Mais une case tout autour de lui, dans toutes les directions. Alors qu'est-ce que ça fait comme dessin? Bah, les enfants disent, bah, c'est facile, ça fait un carré. Bah oui. Donc voilà, pour vous rappeler comment se déplace le roi, c'est un carré. Dans tous les sens, en avant, en arrière, etc. Et puis, je dis maintenant, on va arriver au personnage le plus fantaisiste du château. J'ai nommé le cavalier. J'ai pas dit le chevalier, j'ai dit le cavalier. Alors, je leur montre le cavalier et je leur dis, ben, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Comment on la reconnaît? Ah ben, c'est un cheval. Je dis, ah, vous voyez les pattes? Ah, non, il n'y a pas de pattes. Alors, du coup, c'est quoi? Ah ben, c'est la tête du cheval. Oui, c'est une tête de cheval. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on appelle ça un cavalier. C'est vrai. Alors pourquoi on appelle ça comme ça? Et je ne sais pas, mais les Anglais font pareil, puisque les Anglais l'appellent le chevalier. Ok. Alors je dis, mais c'est quoi un cavalier? Ah ben le cavalier, c'est la personne qui monte sur le cheval. Ben oui, ben, c'est comme ça. Alors bon, c'est historique, je j'ai pas d'histoire, mais les Anglais ont fait pareil, donc il y a certainement la même raison. Alors le cavalier, lui, en fait, il se déplace comme un L. Alors je dis minuscule ou majuscule? Ah, ils ne savent pas. Alors je dis, ben, comme un L majuscule. Hmm. Fait deux cases tout droit et une case sur le côté, mais dans tous les sens. Alors, comment on va faire pour se rappeler? Ben, je dis, ben, le cavalier, il se lève le matin, il fait les pieds au mur. Donc, il fait un, deux et une sur le côté. Ensuite, il est un peu fatigué, il va se coucher, il se couche sur le ventre. Un, deux sur le côté et hop, une en bas. Ou il se couche sur le dos. Un, deux, les pieds en haut. Après, euh, il est bien reposé, il se regarde devant la glace, il se recoiffe. Hop, c'est le L que quand on écrit le cavalier. Après, pardon, il se met devant la glace et il se voit à l'envers. Et donc le L est dans l'autre sens. Après, il est un peu fatigué, il se recouche sur le ventre, sur le dos. Et après, il fait les pieds au mur devant la glace et il se voit à l'envers. Et Waouh. alors, à la fin, qu'est-ce que ça fait comme dessin? Ben, ils disent, là où le cavalier est allé, en fait, ça fait un cercle ou un rond. Voilà. Donc, on fait de la géométrie en même temps, hein, C'est fou, quand on hein? fait des échecs. Ouais. En fait, en jouant aux échecs, ou en apprenant les échecs, on fait en fait des mathématiques. Alors, on fait des mathématiques, on fait de la géométrie. Moi, je fais de l'histoire, je fais des langues, parce que j'explique que échecs et maths, ça vient de l'arabe qui vient du perse. Ok. Voilà. Ce qui veut dire le roi est mort, en fait, c'est la traduction du perse Sharmat, Shah comme le Shah d'Iran. Voilà, c'était le roi, c'est venu comme ça, et en arabe, je crois que c'est dit Shermet.
Voilà. Et les Anglais, alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est un peu universel, c'est que les Anglais, pour dire l'équivalent de l'arabe charmet, ils disent checkmate. Check, ça veut dire échec, et mate, mat. Checkmate, c'est échec et mat. Hmm. Voilà. Donc ça, c'est le cavalier. Et puis je dis maintenant, on va arriver à la pièce la plus petite, mais c'est la plus compliquée. Alors la pièce la plus petite, qu'est-ce que c'est le pion? Le pion est petit, tout petit, il y en a 8. Et lui, il se déplace en colonne, c'est-à-dire sur l'échiquier mural, qui est vertical, il se déplace comme ça. Alors je dis, comment savoir dans quel sens il se déplace? Alors je dis, ben, les blancs, est-ce que vous avez déjà fait des gâteaux? Ah, oui, oui, non, papa, maman, voilà. Euh, Quand on prend le blanc et le jaune de l'œuf, qu'on les sépare et qu'on bat le blanc avec un fouet ou des appareils électriques, comment ça s'appelle? Ça s'appelle monter les blancs en neige. Eh bien, les pions blancs sur l'écran vertical, ils montent. Et pour se rappeler l'inverse, ceux qui préfèrent le noir, on dit bah, le soir, le noir tombe. Et donc, hop, les pions Hmm. noirs descendent. Alors c'est important parce que on va voir pourquoi. Alors le pion noir, oui, il est très compliqué. Il peut se déplacer quand il est sur la ligne de la muraille et qu'il n'a pas encore joué, n'importe quand dans la partie, il peut se déplacer de 2 cases. Ah oui. Mais il peut aussi se déplacer que d'une seule case. C'est son choix. Il n'est pas obligé de se déplacer de 2 cases, et il le fait s'il veut. Voilà. Et donc, il avance. Et s'il a un autre pion qui arrive en face de lui ou une autre pièce, bah, il ne peut plus avancer. Alors, on n'a pas parlé pour prendre. Toutes les pièces qu'on a vues avant, la tour, le fou, la dame, le roi, le cavalier, sont des pièces qui prennent comme elles se déplacent. C'est-à-dire que si la tour, elle se déplace comme ça, elle a une pièce sur son chemin, hop, elle peut le manger, peut la manger. Pareil, le cavalier, il saute par-dessus les pièces. Là, je ne l'ai pas dit, Mhm. parce que le cavalier, il peut sauter Bah, bien comme sûr. par-dessus les haies, etc. Il peut sauter par-dessus ses pièces à lui ou les pièces de l'adversaire, Mhm. d'ailleurs. C'est pour ça que je dis qu'au début de la partie, le cavalier peut se transformer en Pégase, puisqu'il saute par-dessus la muraille. D'accord? Il peut, et ça se fait. Il y a des joueurs qui jouent comme ça. Et donc, du coup, toutes ces pièces prennent comme elles se déplacent. D'accord? Fou en diagonale, etc. Le pion, non. Le pion, il ne prend pas tout droit. Il prend en diagonale, mais d'une seule case. Ah oui. Voilà. Donc, s'il a une pièce qu'il peut manger, il peut aller en diagonale. S'il n'a rien à manger, il ne peut pas aller. C'est que pour manger. Voilà. Et le pion, il a un problème, c'est qu'il ne peut pas reculer. Voilà. C'est comme les soldats, ils sont avancés, ils Mm. ne reculent pas. Voilà. Eh ben, c'est un peu la même idée. Donc, le pion ne peut pas reculer, toutes les autres pièces peuvent reculer. Et puis, alors, il y a une dernière particularité, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des coups spéciaux, mais ce qui est intéressant avec le pion, c'est qu'en fait, il peut se transformer. Et je dis, alors, quand le pion, il arrive tout au bout, en fait, il n'a pas le droit de rester pion. Je dis, c'est comme la chenille. La chenille, quand elle arrive au bout de sa vie, eh ben, en fait, elle ne peut pas rester chenille, c'est comme ça. Elle fait un cocon et elle va se transformer en un beau papillon, voilà, ou un insecte, enfin bon, peu importe. Et donc, je dis, bah, il y a des insectes, il y a des papillons qui sont beaux, mais il y en a encore des plus beaux. Donc, on peut se transformer en cavalier, en fou ou en tour, ce qui fait qu'on peut avoir 3 tours, 3 cavaliers, 3 fous, etc. Mais on peut se transformer en dame. Donc, on peut avoir 2 dames, par exemple, dans une partie. Ça arrive. Mais on Mm. pourrait même en avoir 3, 4 si on avait tous les pions qui allaient au bout. Ce qui est rarement le cas, mais 2 dames, ça arrive, hein. Mhm. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la promotion du pion, quoi. Il devient quelque chose de plus beau, de plus grand. Voilà. Est-ce Donc que toi, voilà comment tu as une pièce se Est-ce que déplace. toi, tu as une pièce préférée? Une pièce préférée? Euh, c'est un peu difficile parce que toutes les pièces ont un peu leur charme. J'aime bien le cavalier parce que, en fait, le cavalier, il peut faire vraiment des choses inattendues. Hmm. Et parce que comme il saute par-dessus les pièces, il peut se faufiler dans des endroits où, par exemple, le fou ne pourrait pas aller. Parce que dès qu'il y a un pion sur son chemin, il ne peut pas. Oui. Bah, le cavalier, lui, il saute par-dessus. Et alors, le cavalier, alors c'est une tactique aux échecs, parce qu'on pourra en parler, mais aux échecs, il y a des tactiques. C'est-à-dire qu'il y a des moyens de gagner des pièces de façon fine. Et avec le cavalier, en fait, on fait souvent des fourchettes. Et une fourchette, c'est quand une pièce en attaque 2 autres en même temps.
Ah, Donc, si on se débrouille bien, si on attaque le roi et d'autres pièces, que le roi s'en va, ben, on gagne l'autre pièce, ah oui. par exemple. Alors après, il faut les conditions pour, mais voilà. Et comment est-ce qu'on met en place une stratégie aux échecs? Parce que du coup, les échecs, c'est un jeu de stratégie. On doit réfléchir sur C'est les plusieurs deux. coups. Alors, c'est les deux. Alors, il y a plein il y a plein de gens qui ont écrit sur la stratégie et sur la tactique. Il y a un champion du monde, je ne me rappelle plus qui c'était, qui a écrit que les échecs, c'est 99% de tactique. Et il y en a un autre qui a écrit que la stratégie, c'est quand il n'y a rien à faire, c'est-à-dire quand il n'y a pas de tactique. Alors, ce qui est important de dire, c'est que c'est vraiment deux approches complètement différentes et très similaires à l'art de la guerre. Hmm. C'est que les tactiques, on est dans le court terme, dans le très court terme, c'est on fait un coup, paf, un peu comme la guérilla, quoi. On fait un coup, paf, paf, un peu comme pendant la guerre, les sabotages ou les choses comme ça. On fait un coup, crac, et ça affaiblit l'adversaire, ce qui nous donne plus de chances de gagner. La stratégie, c'est vraiment du plus long terme. On prépare quelque chose avec un plan pour arriver à le final, c'est de faire échec et mat, hein. Voilà. Hmm. Mais on peut avoir des stratégies pour gagner une position qui est intéressante, par exemple, voilà, pour gagner une pièce, pour faire échec et mat. Il y a il y a plusieurs façons de faire, quoi. Et l'idée, en stratégie, c'est d'essayer de, de créer une situation où l'adversaire pourra pas répondre aussi bien qu'il voudrait. Hmm. Voilà. Par exemple, je donne un exemple. Alors ça, c'est plutôt de la tactique, mais on allie les deux, hein. C'est pour ça que je dis c'est vraiment les deux. Euh, il y a une tactique aux échecs qui s'appelle plus d'attaquants que de défenseurs. Alors je dis aux enfants, par exemple, si vous jouez au foot, si vous avez, il y a le goal, bien sûr, mais si vous avez une personne qui garde le but et vous, vous êtes à deux, deux contre un, vous avez plus de chances de gagner. Trois contre deux, vous avez plus de Hmm. chances de gagner. Et bien aux échecs, c'est pas que vous avez plus de chances, c'est que vous gagnez à tous les coups. C'est-à-dire que si vous avez une pièce qui n'est défendue que par une autre, et vous vous attaquez avec deux pièces, ben vous mangez la pièce Hmm. qui vous intéresse. Même si on vous mange, ben vous allez manger la pièce qui vient de vous manger. Donc vous êtes gagnant au final. Donc ça, c'est à la fois, on les voit dans les parties, c'est qu'il y a des gens qui construisent des plans pour arriver à des situations comme celle-là. Et puis après, il y a vraiment des coups. Alors il y a énormément de tactiques. Moi, j'enseigne les tactiques pendant plus d'un an, en fait, Ah, trop dans bien. les cours. Et du coup, quels sont les soft skills que l'on développe quand on joue aux échecs? Alors, les soft skills, alors moi je dirais plutôt enfin, il y a des soft skills, c'est sûr, et il y a aussi beaucoup de compétences. Mhm, Alors, il y a une étude qui a été faite par des gens que je connais bien, parce que certains sont des amis. En fait, à l'école, on dit qu'il y a sept piliers de compétences, sept connaissances de base qu'il faut avoir. Et en fait, le jeu d'échecs, ça c'est une étude qui l'a dit, en apporte à lui tout seul quatre. Alors, je les ai notés. Il y a les principaux éléments de mathématiques, mhm, parce qu'on fait du comptage, enfin de pièces, par exemple, les calculs mentaux, hein, simplement. La maîtrise de la langue française, ça c'est un autre pilier, c'est le un. L'accession à l'autonomie et l'acquisition de l'esprit d'initiative. On va décider de faire mhm. ça. Il y a souvent plein de situations aux échecs et on a plusieurs façons de faire. Et puis, la dernière, c'est la maîtrise des techniques usuelles de l'information. Alors, ce qui est intéressant aux échecs, et c'est, je dirais, alors, moi, je la mets en premier et après, voilà, ça peut être chacun. Je dirais que la première soft skill que moi, je vois, c'est la créativité. C'est-à-dire pour être un bon joueur d'échecs, il faut être créatif. Il n'y a pas que le côté complètement scientifique. Il faut avoir pensé à des choses un peu incongrues qui paraissent pas forcément, qui paraissent contre-intuitives des fois. Donc ça, c'est là, il y a la créativité. Euh, Ce qui est intéressant avec les échecs, c'est qu'on apprend en s'amusant. Oui, Déjà, alors, ça c'est déjà bien. Donc, et c'est un jeu dans le jeu, quoi. ouais. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que les échecs, il y a énormément de situations. Il y a des livres qui vous donnent 500 problèmes d'échecs et maths, enfin des centaines de tactiques différentes, enfin, de situations à trouver. Je veux dire, c'est pas infini, mais c'est énorme, quoi.
Donc là, on est dans résolution de problème. On est dans la résolution de problèmes, et tout à fait. Alors ça développe la mémoire, parce qu'aux Mhm. échecs, en fait, il y a trois grandes parties. Enfin, les grands joueurs d'échecs décomposent les échecs en trois grandes parties. Il y a le début de la partie qu'on appelle l'ouverture. C'est la façon dont on commence. Et ça, c'est très codifié. C'est-à-dire que maintenant, avec les années, elle porte des noms. Ok, Donc on peut très bien avoir un livre sur une ouverture, ce qui est d'accord. énorme. Donc, il faut imaginer le nombre d'ouvertures qui existent. Donc, il y a autant de livres que d'ouvertures et bien sûr bien plus. Donc, il y a la mémoire. Il y a aussi, ce qui est intéressant, les situations d'échecs et maths. On appelle ça les schémas de maths ou les réseaux de maths dans les livres. C'est des positions bien codifiées pour faire échec et maths. Donc, ça nous apprend, quand on a une situation donnée, à construire en fait l'échec et maths, quoi. Hmm, Donc, il y a tout, c'est là où il y a la notion de plan, hein. bien sûr. Une autre notion qui est intéressante et qui peut développer la spontanéité, c'est quand on joue aux échecs, on est en temps limité. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une pendule, et Ok. une double pendule, une pour les blancs et une pour les noirs, et on a chacun son temps. Donc quand on réfléchit, notre temps il diminue. Quand on a réfléchi, qu'on a joué, une fois qu'on a joué avec la même main, on appuie sur la pendule, ça arrête notre temps et ça commence à décompter le temps de l'adversaire. D'accord. Il peut réfléchir pendant qu'on réfléchit, mais voilà. Et quand on a plus de temps, on a perdu, même si on a Hmm, plus de pièces. d'accord. Alors, on peut gagner, en fait, parce que À la montre. l'adversaire n'a pas eu le temps de, Mhm. de répondre parce qu'il est en situation difficile, par exemple, etc. Donc, on a dit qu'effectivement, c'est à la fois un jeu de stratégie à long terme, mais aussi un jeu à court terme, donc de tactique. Ça mélange les deux. Et on peut passer de l'un à l'autre régulièrement, quoi. Voilà. Et moi, je vois aussi, tu sais, la résilience. Parce que pour gagner, il va falloir aussi des fois perdre. C'est-à-dire qu'il va falloir perdre un Oui, certain nombre de parties absolument. et continuer et avoir cette pugnacité de continuer à apprendre et à progresser. Moi, je t'avoue que je commence à abandonner parce que ma fille est bien plus forte que moi et que Ah du coup, oui, je perds à 100% actuellement des parties que je joue avec elle. Donc, je oui, pense oui, que la oui. soft skill Ça s'entraîne résilience, vite. on la travaille vraiment, vraiment dur avec les échecs, hein. Oui, oui, alors, il y a un truc qui est intéressant et il y a un personnage célèbre, je me souviens plus de qui, je ne sais plus si c'est Mandela, qui a dit moi, je ne perds jamais. Quand je gagne. Quand je perds, j'apprends. Mhm, Et en fait, on est vraiment, comme à l'école, on est avec les échecs dans l'apprentissage par l'erreur. Il faut se tromper plein de fois pour se corriger, en fait, voilà. Et c'est bien de se tromper. Et c'est comme ça qu'on apprend. puis on apprend de ses Alors, le erreurs jeu, et de celles des autres aussi, parce que et on même apprend de celles une des autres parce partie qu'on voit qu'on ce a que les gagnée, autres font. eh ben, c'est aussi l'autre qui a fait une erreur à un endroit peut-être qu'on a peut-être Eh pu ben, détecter. voilà, forcément, c'est qu'à un moment donné, soit on a de la chance, parce que la chance, ça existe aussi aux échecs, mais aussi on perd en fait par ses erreurs ou on gagne aussi par les erreurs de l'adversaire à un moment donné qui n'a pas joué ce qu'il fallait, qui n'était pas le meilleur coup, et voilà quoi. Alors ça développe aussi l'attention et la concentration. Ce qui est intéressant, c'est que vous jouez et vous prévoyez de faire tel coup, une série de coups, mais votre adversaire aussi. Donc il faut penser à ce que lui, il veut faire aussi. Il ne faut pas penser qu'à nous. Et c'est ça qui est des Mhm. fois difficile. C'est que des fois, on est parti dans le truc, oh, ben, je veux faire ça, ça, puis on n'a pas vu que lui, il veut faire ça, et puis voilà, et c'est lui qui gagne, quoi. C'est intéressant parce que là, on est obligé de se mettre un peu dans la tête de l'autre. Ah oui, oui, Il y a cette notion tout à aussi fait. de se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est vraiment très intéressant, surtout dans les compétences psychosociales qu'on apprend à l'école ou qu'on apprend après dans la vie, même dans la vie en entreprise, hein, j'ai envie de dire. C'est hyper intéressant, ça. Oui, oui, oui. Alors, il y a la vision spatiale, j'en ai pas parlé aussi. Parce qu'on est en 3D, mais on peut être en 2D. On est en vertical quand on explique sur les écrans, l'ordinateur, ou quand on explique dans les clubs ou dans les écoles, mais on joue à l'horizontale. Et donc, tout ça, ça fait Hmm. des façons d'appréhender, en fait, différentes, quoi, hein. Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a eu une étude qui a été faite sur les joueurs d'échecs, les grands joueurs, hein. Et les grands joueurs d'échecs, en fait, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas la maladie de l'Alzheimer. Ah!
Et alors, il y a une étude qui a été faite par le journal de médecine New England, a montré que les personnes de plus de 75 ans qui sont impliquées dans les activités mentales, comme les échecs, par exemple, ou jouer au bridge, ou voilà, euh, ils sont moins sujettes à s'ouvrir de démence parce que ça stimule le cerveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors ça c'est une étude aussi qui a été faite par les scientifiques, c'est que, bon, il y a des connexions dans le cerveau neuronal, et que le jeu d'échecs, en fait, recrée des connexions. Et parce que c'est une autre façon de penser, en fait. Voilà, Mhm. et dès qu'on joue à un jeu, on a une façon de penser qui est différente, quoi. On s'en rentre dans le jeu et en fait, on développe des capacités, quoi, qu'on n'avait pas forcément au départ. Et alors, ça s'appelle les dendrites. Oui. D-E-N-D-R-I-E-T-L. Voilà, les dendrites du cerveau. Et donc ça, Donc, c'est pas très on peut bien de en jouer ça. recréer même après un accident Ah cérébral, même oui, après l'âge qui se fait, on peut continuer à en créer à l'âge adulte, ah ça. oui, oui, tout à fait. Moi, je vois des personnes qui avaient des difficultés, qui sont mieux maintenant. Voilà. Après, plus on commence jeune, plus ça se développe, évidemment, vite, etc. Mais on peut toujours les développer. Et alors, ça augmente aussi le QI. Ah, Les études d'accord. qui ont été faites. Alors, Michel Noir avait fait une étude là-dessus, justement, sur le quotient intellectuel. Et là, c'est une étude qui avait été faite sur 4000 enfants vénézuéliens, qui a montré que le QI, alors, ils n'ont pas donné les chiffres, hein, mais que ça avait augmenté de façon significative après 4 mois d'apprentissage. Ah oui, donc c'est en plus ça va rapidement. Ah oui, 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 bah, 4 mois, c'est court quand même. Bah Voilà, oui. donc, alors, en général, c'est une fois par semaine. Moi, quand je donne les cours, c'est une fois par semaine, 1 heure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, et moi, ce que j'aime enseigner dans les échecs, à part que c'est de l'histoire, des mathématiques, etc., de la géographie, des langues, c'est quand on a des petites parties théoriques, on fait des choses en collectif. Donc, on résout des problèmes d'échecs et maths ensemble en début de séance. Après, on apprend une notion théorique, on voit des exemples, ils font des exercices, et après, le reste, en gros, la moitié de la séance, ils jouent. Mhm. Donc, en fait, on est tout de suite dans la mise en pratique, et il y a des enfants qui sont plus à l'aise pour jouer, d'autres plus à l'aise dans le théorique, hein. Il y a vraiment les deux approches, il y en a qui font les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les jeux d'échecs, on peut vraiment faire des séances très variées. Ce qui fait que les enfants ne voient pas le temps passer, quoi. 1 heure, Hmm. ça passe très, très vite, quoi. Et est-ce qu'en 2025, tu arrives à accrocher l'attention des enfants sur un jeu, a priori fait en bois ou en plastique, avec des pions qui ont quand même un look très très simple? Bah, les enfants, ce qu'ils aiment aux échecs, c'est gagner. Hmm. Alors, dès qu'ils gagnent, même s'ils ne gagnent pas la partie, dès qu'ils gagnent des pièces, ils sont contents, surtout quand ils sont petits. Mais quand ils voient des façons de gagner avec les tactiques qu'on apprend, là, enfin, il y en a plein, hein, les tactiques, mais elles portent toutes des noms. Mais ah bah tiens, oui, ça, ah bah ça c'est bien. Ils revoient des situations qu'ils ont vues avant, qu'ils rejouent. Puis ils apprennent les uns des autres. Ils disent, ah bah tiens, moi, ma camarade, elle a joué ça, là, c'est pas mal. Alors ils jouent souvent le coup du berger, parce qu'il y a un échec et mat en 4 coups, qu'ils apprennent par cœur. Et on peut apprendre par cœur aussi, hein. Il y a une notion de mémoire très, très importante aux échecs, hein. C'est que les débuts de partie, souvent on les apprend par cœur parce que ça a été très étudié et D'accord. c'est optimal, quoi. C'est optimisé. Voilà. Ah, donc c'est peut-être pour ça que ma fille gagne. Non, non, moi, elle gagne en plus que 4 coups, hein. Mais- Oui, 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 en 4 coups, c'est quand même, mais ça arrive, voilà, c'est un peu exceptionnel. Mais dans les petits tournois comme ça arrive. Ah, d'accord. Mais du coup, en tout cas, un enfant de 2025 peut être attiré, peut être intéressé par les échecs et prendre du plaisir, en fait, à jouer, notamment à l'école, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Les enseignants, souvent, enfin, maintenant, ça s'est un peu réduit ces dernières années, mais sont assez friands de ce genre de formation parce que ça permet aussi à des enfants qui ont un peu des difficultés quelque part aussi de s'exprimer. À des enfants autistes, nous, au club, on a un autiste, un monsieur, mais il a du mal à s'exprimer, mais il est super fort aux échecs. Bon, il m'a déjà Mm. battu. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans un collège où on avait beaucoup d'élèves en situation de dyslexie et on faisait des ateliers sur l'heure du midi d'échecs et Oui. ça avait beaucoup aidé des élèves dyslexiques, notamment visio-spatial, qui avaient des soucis dans l'espace. Et Ça a voilà, aidé ouais, beaucoup exactement.
Et d'ailleurs, tout ce qui était ergothérapeute et tout ça nous disait que c'était vraiment de très très bons exercices. Et j'imagine que ces enfants que tu formes à l'école ramènent le jeu peut-être à la maison et jouent Ah en oui, oui. famille. Oui, ils jouent en famille. Oui, oui, souvent, oui, ils jouent entre camarades, ils jouent en famille. Quelquefois, il y en a qui jouent en ligne, mais enfin, moi, je dis, c'est bien, regardez, vous avez le cours, parce que moi, je leur donne le cours au fur et à mesure. Je dis, vous avez tous les éléments, donc vous voulez apprendre à votre frère, à votre sœur, à vos parents, à vos grands-parents, vous allez apprendre à jouer aux échecs, ben, vous prenez le cours, puis hop, vous avez tout ce qu'il faut pour leur apprendre comme il faut, avec Hmm. les exercices, les réponses, ils notent les réponses sur les Ah oui. feuilles. Et puis s'ils sont capables d'expliquer au frère, à la sœur, ben, comment placer les pions, comment agir, ben, c'est qu'ils ont intégré en fait la règle Tout à et le fait. déplacement du pion en fait. Donc c'est vraiment une façon de continuer à apprendre. Je trouve ça très intéressant. Ah, mais Alors, il y a des choses assez étonnantes. C'est que quand j'étais dans le 93, j'avais une élève de CE2 qui était d'origine française vietnamienne. Et cette petite, quand je faisais cours, je commençais, j'expliquais la notion, je montrais un exemple. Elle levait la main, souvent, elle me disait, est-ce que je peux continuer à expliquer le cours? Et elle venait et elle expliquait bien. Après, voilà, on l'aidait. Ce qui est bien, c'est que les enfants, je dis, c'est vous qui allez devenir le prof. Donc, ils viennent Mhm. avec la solution qu'ils ont trouvée. Donc aussi, ça les développe, ça leur apprend à parler devant les autres, à pas tourner le dos aux élèves quand ils parlent, etc., à s'exprimer, ils prennent de l'assurance. Trop bien. Même Bah, moi, écoute, je moi fais je trouve qu'on est même des trucs. complètement dans le sujet d'aujourd'hui qui est apprendre à apprendre, hein. Je pense vraiment que les échecs sont vraiment quelque chose de très intéressant, de très riche. Et finalement, avec peu de matériel, on n'a pas besoin de... Bah un oui, jeu d'échecs, c'est facile à se procurer en fait. bien sûr, oui, oui, et puis il y a tous les prix, donc on peut en trouver des très bons marchés. Et je dirais même, alors pour ceux qui préfèrent jouer en ligne, on peut jouer en ligne gratuitement aussi. Ces D'accord. échiquiers sur les ordinateurs, les tablettes, même sur les téléphones, hein. Sur les Ok. téléphones portables, les smartphones, il y a des jeux d'échecs qui existent. Mais ce qui est bien, voilà, c'est un jeu qui est pas cher, effectivement, on peut facilement jouer. Voilà, on tourne, un coup les blancs, un coup les noirs, et voilà, on peut passer un bon moment ensemble en apprenant en fait, et puis en s'amusant, voilà. D'ailleurs, est-ce que toi, personnellement, tu préfères jouer avec les blancs ou tu préfères jouer avec les noirs? Alors, il faut savoir que les blancs commencent aux échecs, Ah, les blancs d'accord? commencent. Toujours, c'est la règle. Donc c'est un avantage. Donc quand on a les blancs, je dirais on a un coup d'avance. Et donc, alors, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les études, c'est qu'en gros, entre 60 et 70% des cas, ce sont les blancs qui gagnent. Ah, d'accord. Et parce qu'ils commencent. Après, voilà, les noirs, si on tombe sur quelqu'un qui joue bien, voilà, il n'y a qu'un coup de différence. Voilà. Oui, et Alors puis ça dépend, je j'aime bien les pense. blancs, mais j'aime bien les noirs, en fait. Je pense que ça dépend aussi si on a un tempérament plutôt d'attaquant ou un Oui, tempérament plutôt de défenseur. Parce que exactement. pour le coup, moi, je me fais beaucoup attaquer, hein, je suis beaucoup dans la dimension où je me fais Oui, attaquer, donc je suis beaucoup en défense. Et bien pour le coup, commencer, c'est pas facile pour moi parce que du coup, c'est moi qui mets en danger tout en à fait. premier. Alors que finalement, quand je vois venir, c'est des fois plus simple. Mais ça, c'est mon petit niveau de joueuse de Non, bas mais étage. ce que tu dis, c'est tout à fait exact parce que, en fait, j'ai dit, il y a des façons codifiées de démarrer les parties, mais il y a des façons codifiées de répondre Ah! à des parties. Et on appelle ça la défense. Et donc, en fait, elle porte des noms. Toutes les ouvertures et les défenses portent toutes des noms. L'italienne, l'espagnole, la sicilienne. Alors, il y a des noms un peu Ah compliqués. donc c'est à ce moment-là qu'on Machin. commence à voyager, parce que je comprenais pas quand est-ce qu'on faisait de la géographie. Mais ah, Ah c'est à oui, cause des noms des choses que tu... Après que tu leur il apprends y à a tes les noms il élèves. y a les joueurs parce qu'on joue dans tout. Alors, ce qui est intéressant avec les échecs, c'est qu'on peut jouer contre n'importe qui dans le monde, on joue de la Mhm, même façon. bien sûr. Les pièces sont les mêmes. Et donc, voilà, il n'y a pas besoin de savoir parler la langue du pays pour pouvoir jouer aux échecs. Parce que même quand on note les parties, parce qu'on note les parties on Ok. a des feuilles de parties et c'est codifié. Et alors, j'en reviens à pourquoi on dit dame en France. C'est parce qu'aux échecs, pour dire la pièce que l'on joue, on prend la première lettre, sauf pour le pion. Donc, par exemple, pour roi, on dit R. Pour fou, F. Dame, on va mettre D. Je vais dire pourquoi on a pris dame. T pour tour, C pour cavalier. On voit que roi et reine, ça commence par R dans les deux Oui. cas. Donc, ça va pas. Donc, du coup, en France, on a décidé que comme l'épouse du roi, c'était sa dame, au Moyen Âge, et on le dit aussi en Angleterre, la dame, du coup, on a dit que ce sera roi et dame. Donc, on prend D.
Mais si on va Hmm. en Angleterre, ils prennent Queen et King. Bah bien sûr. Eux, mais ils ont un autre problème avec le chevalier, parce que le chevalier, c'est Knight, K-N-I-G-H-T, comme King. Donc en fait, ils enlèvent le K, parce qu'on ne le prononce pas en Ok. anglais, et donc c'est Knight. Ok. Alors tout ça, on explique, enfin, aux enfants, on peut leur expliquer pourquoi, je leur explique, enfin, quand je peux, quand je sais, je leur explique dans les différents pays comment ça se dit. Donc on note ça, puis on a des façons, on appelle ça de la notation algébrique, c'est comme l'algèbre en mathématiques. On dit comment on prend, c'est un multiplié, comment on va, on met la case où on va, etc. Euh, Comment on fait échec, et tout ça est codifié. Donc ça veut dire que, par exemple, moi quand je lis des parties à l'étranger, en général, c'est écrit en codification anglaise, Ok. pas française. Et donc, je suis capable de rejouer la séquence de coups qui a été faite et de la comprendre. C'est un peu comme une. Moi, je vois un peu ça comme une partition. Quelque chose où quand Oui, tu vois les codes, tu es capable de revoir les pions bouger dans l'espace, en tu fait? rejoues, voilà, tu as les livres, Ok. quand tu prends les livres, j'en ai plein là, je pourrais en montrer, mais quand tu prends les livres, c'est marqué des deux, des trois. Alors, les Oui, pions, en oui. fait, on donne pas de lettres, on dit simplement la case où il va. Mhm. Mais il avance de deux cases, ben on dit qu'il a avancé des 2 à des 4, par Bah bien exemple. sûr. Voilà, par exemple pour le pion blanc, etc. Donc tout est on peut relire très facilement. Et les arbitres d'ailleurs s'en servent pour relire quand il y a une discussion. Ah, d'accord. Moi, je trouve ça passionnant. Écoute, franchement, j'ai hâte de voir en commentaire ce que les gens vont dire sur cette histoire des échecs. Est-ce qu'ils savent jouer aux échecs? Est-ce qu'ils ont appris à jouer aux échecs? Est-ce que ça leur a donné envie peut-être de rejouer aux échecs avec leurs enfants? Euh, Tu m'as parlé tout à l'heure d'une vidéo que tu voulais qu'on va leur mettre Oui, juste en j'ai une dessous. petite vidéo qui explique justement un peu ce qu'on a dit sur que j'ai appelé 20 plus 3 bonnes raisons d'apprendre les échecs, qui donne les bienfaits des échecs, donc des études hein, que j'ai compilées d'amis ou sur Internet, parce qu'il y a pas mal de sites Internet qui publient sur les intérêts des échecs. Eh ben, on va leur mettre ça, comme ça ils vont pouvoir avoir au moins 20 plus 3 arguments de tester les échecs, de réapprendre les échecs, et à tout âge, eh ben, de muscler notre capacité à raisonner, à bouger des pièces. Et si en plus ça peut nous permettre d'améliorer nos connexions neuronales et de diminuer nos chances d'avoir des maladies à l'âge de la vieillesse, eh ben, moi je trouve ça formidable. Tout à fait, Formidable. oui, oui, non. Non, c'est intéressant. Et ce qui est bien, alors, je trouve, dans les échecs, c'est que moi, par exemple, pour progresser, j'ai des petits livres avec des situations et je dois trouver les réponses. Et quand je comprends pas la réponse, je regarde la codification et je la rejoue et je me mets des notes à moi. Ah ben voilà, ça fait ça, etc. Et on peut aussi s'amuser, celui qui n'a pas envie de jouer aux échecs, vraiment, il peut aussi s'amuser à résoudre des problèmes. Et donc, il y a des gens Hmm. dont c'est le métier. On n'en a pas parlé, c'est un peu à part. On appelle ça des solutionnistes sont des gens qui résolvent des problèmes posés par d'autres. Waouh. Il y a des concours internationaux de solutionnistes et il y a des concours internationaux de problémistes. C'est-à-dire quel est le problème le plus futé qui a été mis, qui a été créé. Et donc j'ai un ami qui a été champion du monde qui fait ça. Il est Waouh. joueur d'échecs, il a été champion du Maroc, il est très très fort, il est prof d'échecs aussi, mais il est à la fois problémiste et solutionniste. Il Ah fait bah les oui. deux. Alors on appelle ça, quand on crée des problèmes, ça s'appelle de la composition aux échecs. Donc il y a des gens, ils ont fait ça de leur passion. Ils jouent pas forcément aux échecs, mais ils font de la composition. Donc ils peuvent inventer des problèmes, des situations qu'on verrait pas en temps normal aussi, hein. On a le Waouh. droit, puisqu'on est créatif là. Bah bien Là, on est sûr. complètement dans la créativité, hein. Ah bah bien sûr. Eh bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Claude pour cette interview. Je suis vraiment ravie de cet échange qu'on a eu autour des échecs. Je suis certaine qu'il va y avoir des nouveaux joueurs ou des gens qui vont ressortir le jeu d'échecs ben, de leur placard de jeu et qui vont aller s'entraîner, s'amuser. Et maintenant qu'en plus on sait où mettre les pions, qu'on sait les déplacer, les personnages, les pièces, je pense que là, on est au top. Merci beaucoup, Claude. Merci. De rien, avec plaisir, Marianne. C'était vraiment un plaisir. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne suite d'interviews. En tout cas, moi, ça a été un plaisir d'échanger et de parler échecs avec Claude aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée à tous. Merci, Claude. De rien. Merci, Marianne.